Bonsoir Sylvie Lausberg, vous venez d'être élue présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a passé un cap, qu'il y aura un avant et un après affaire Weinstein, campagne MeToo, pour l'égalité entre hommes et femmes? Il y aura un avant et un après, mais je pense que l'après, c'est le temps 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout résolu les problèmes. Alors quand on dit que la parole des femmes s'est libérée, moi ça me laisse un peu perplexe parce que je pense que c'est surtout les oreilles qui se sont ouvertes et les yeux qui se sont dessillés. Les femmes parlaient, beaucoup n'osaient pas non plus, c'est vrai, mais les femmes qui parlaient étaient en général elles-mêmes après victimes de représailles parce qu'elles avaient ouvert la bouche. Et donc je pense que ça a changé. Aujourd'hui, on fait plus confiance à ce que disent les femmes, on légitime leurs paroles. Maintenant, il va falloir travailler à modifier les relations interpersonnelles, mais aussi les structures de la société qui sont quand même toujours marquées par une domination et par une infériorisation des femmes. Oui, alors on aura l'occasion d'en parler pendant cette émission. Afida Bachir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Vie Féminine. Alors quand Sylvie Lausberg dit on fait plus confiance maintenant à la parole des femmes, la parole est plus légitime. Vous avez cette impression-là aussi ? Ben, il ne faut pas oublier que la parole qui s'est libérée ou qui a été mieux écoutée, c'était quand même dans un certain milieu. Donc c'était un milieu qui était le milieu glamour, un milieu qui était médiatisé, et donc ça a mis le phare sur ce milieu, parce que c'était ce milieu-là. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vrai, comme dit Sylvie, la parole des femmes, les témoignages sur du harcèlement qu'elles vivaient et des choses beaucoup plus graves, ben, on les entendait déjà. Simplement, elles ne vont pas s'exposer parce que sinon, c'est une seconde violence qu'elles font. Aujourd'hui, on voit bien comment les femmes du milieu du cinéma ont pu aussi libérer la parole d'autres femmes. J'ai vu ce matin dans le journal, je pense que c'est la Livre qui en parlait, que dans un milieu ouvrier, dans une entreprise où il y a pas mal de travailleuses ouvrières, elles ont commencé à s'exprimer. Mais elles savent très bien que le retour de manivelle est énorme par rapport à elles, parce que c'est une question aussi d'autonomie économique pour ce qui les concerne. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les actrices. Mais donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même une révolution au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, la parole, elle est publique. Et elle a été, malgré tout, prise au sérieux. Moi, je me souviens que j'avais été interviewée au mois de décembre. Je disais que c'était intéressant ce qui s'est passé, parce que les journalistes ont pris au sérieux ce qui était en train de se passer. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a un petit retour en arrière. Mais donc, voilà. Ouais, un petit retour en arrière, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Muriel Elleters, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise. Alors toute cette campagne, tout ce qui s'est passé, toute cette libération de la parole, vous, femmes chefs d'entreprise et vos consoeurs, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois ? Alors, il faut bien se repositionner. On est femme avant tout. Et donc, évidemment, la libération de la femme et surtout de la parole de la femme et surtout de la manière dont on l'écoute. C'est surtout ça qui est très important. N'oublions pas qu'on a beaucoup parlé dans certains milieux cinéma, dans la rue. N'oublions pas également que le harcèlement se fait très fréquemment sur le milieu. Et donc, on vous en a témoigné. On est venu avec des témoignages aussi. Ça s'est libéré dans les strates de l'entreprise où parfois c'est un petit peu compliqué. Pas vraiment vers nous directement, puisque je vous dis, nous, on est plus orientés vers le droit et l'égalité au travail. Mais sur le milieu de travail, évidemment, il y a des personnes qui ont pu témoigner et être entendues, ce qui est un peu différent de ce qui se passait avant. Oui. Loubna Asgoud, bonsoir. Alors, vous êtes ici comme coordinatrice de la plateforme Women in Business. Oui. Mais c'est d'abord à la femme qu'on va poser la question, comme on l'a fait avec les autres invités. Madame Bachir parlait d'une libération de la parole, mais elle parlait aussi de retour en arrière. Est-ce que c'est une crainte, vous, aujourd'hui, pour vous, par rapport à tout ça ? Moi, je pense que libérer la parole, c'était important de le faire. Le fait que ce soit porté par des stars, ça a permis de donner un maximum de visibilité, d'être porté par les médias et donc de toucher des personnes qui n'auraient pas été touchées au départ. Mais c'est vrai que il y a toujours la peur de la honte aussi quand on parle, quand on raconte ce qui a pu nous arriver. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai espoir que la honte change de camp. Et que justement, la honte aille vers l'agresseur ou vers Donc espoir, dites-vous. Espoir. Ouais. Pourquoi parlez-vous de retour en arrière, Afida Bachir ? Mais je parle de retour en arrière par rapport entre le mois de novembre, décembre à aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont bougé, une prise de conscience dans le milieu politique.
Il y a une résolution au niveau du Parlement fédéral qui a été déposée par plusieurs parlementaires qui demandent de tenir des assises pour les droits des femmes, pour s'arrêter sur faire un bilan, voir un peu qu'est-ce qui doit être amélioré pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations qu'on connaît par rapport aux violences que vivent les femmes. Il y a aussi toute une série d'initiatives qui ont été prises, alors pas énormes, mais quand même des prises de conscience. Ouais. Et vous avez l'impression qu'on en est resté qu'à l'initiative et qu'aujourd'hui, ça j'ai l'impression ne se concrétise simplement, pas. non, je dirais simplement que les politiques sont assez perdues par rapport à l'initiative qu'ils doivent prendre. Pour moi, les politiques, ils ont une mission, c'est-à-dire de transformer les conditions de vie des femmes, parce qu'on parle des femmes aujourd'hui, et prendre des mesures concrètes pour pouvoir le faire. Alors, aujourd'hui, il y a une confusion de casquettes où on a l'impression qu'on refait débat de nouveau sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Oui, un monde politique perdu. Sur les combats à mener, les priorités aujourd'hui, quelles sont-elles ? La priorité, c'est de donner aux femmes l'autonomie. Et cette autonomie, elle est plurielle. C'est l'autonomie, évidemment, financière, parce que sans autonomie financière, il n'y a pas de liberté. C'est aussi l'autonomie de décision. Et l'autonomie de décision, c'est très complexe, parce qu'en fait, on vit dans une société qui est marquée par un droit qui est patriarcal. Et si on ne fait pas une analyse genrée du droit pour essayer d'identifier, de débusquer toutes les poches de misogynie. Ouais. Et donc c'est une révolution copernicienne qu'il faut, je pense, vous. Oui, tout à fait. Mais pour être concret, quand Hafida Bachir dit on a l'impression que le monde politique est perdu, on ne sait pas dans quel sens légiférer. Non, ça je ne crois pas. Je pense qu'on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, les lois ne suffisent pas. Nous avons des lois pour la parité, l'égalité, mais dans les faits, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit réellement effectif ? Ça, c'est un vrai problème et je pense que c'est une question de mentalité qu'il faut vraiment travailler depuis le plus jeune âge et jusqu'à pas seulement les sphères politiques. D'ailleurs, je pense que dans tous les domaines de la vie, c'est nécessaire. Oui, Madame Elleters, les combats à mener, vous, présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise, quels sont-ils ? D'office, l'égalité salariale, ça nous paraît absolument évident que pour un travail égal, c'est le salaire égal. Alors que ce soit pour les employés, bien sûr, mais pour les chefs d'entreprise également. Ce n'est pas possible qu'il y ait des différences de barème. Et on en est où aujourd'hui sur ce point ? Il reste toujours des écarts. En Belgique, on estime quand même que les écarts sont en moyenne de 10 à 15% pour la même prestation. Et j'insiste, des prestations, qu'elles soient en termes d'indépendants que d'employés. Donc ça, c'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui. Le deuxième point qui nous paraît assez essentiel, c'est par rapport à la présence des femmes dans les comités de direction et les conseils d'administration. On parle beaucoup des quotas au niveau des conseils d'administration. La loi est en vigueur depuis 2011 pour les sociétés cotées en bourse, donc ce qui n'est pas non plus énormément d'entreprises, donc il faut quand même bien le souligner aussi, et que malgré ce peu de nombre de sociétés qui sont concernées, il faut quand même savoir qu'il y en a les 3/4 qui ne sont pas arrivés à ce quota. Pourquoi ? Alors on nous dit, parce que les femmes ne postulent pas. C'est faux. C'est faux. Il y a énormément de personnes qui ont la qualité et l'excellence pour postuler. Et donc ça reste quelque chose d'ancré dans les mentalités, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui par rapport à cette présence dans les conseils d'administration ? Vous savez, au départ, comme beaucoup de femmes, on n'était pas nécessairement pour les quotas. C'est vraiment, depuis 2011, on se disait, voilà, la loi est instaurée, on va avoir une amélioration. Certes, on l'a eu, mais très peu. Je vous dis, on reste quand même avec 3/4 des sociétés qui ne sont pas à ces quotas. Donc, on est obligé de passer par une obligation. Après, viendra peut-être des sanctions, parce qu'on ne les a toujours pas non plus pour celles qui ne sont pas en ordre. Loubna Azgoud, vous avez aussi cette impression que c'est dans le domaine de l'emploi aujourd'hui qu'il faut le plus travailler pour l'égalité homme-femme ? Le domaine de l'emploi aussi et de l'entrepreneuriat. Hafida Bachir est bien placée pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont précarisées aujourd'hui, plus que les hommes. On voit par exemple au niveau des entrepreneuses qu'elles ont un revenu inférieur aux hommes, même si les entrepreneuses bruxelloises gagnent plus que dans les autres régions. Que nous, en tout cas, notre travail, c'est plutôt de travailler aussi sur le désamorçage des stéréotypes qui s'installent très jeunes dans l'éducation. Donc ça, c'est des stéréotypes de genre et des biais de genre qui s'installent naturellement et qui finalement font partie de la culture de la société et qui se distillent de manière naturelle et inconsciente et donc peuvent engendrer des violences à un moment aussi.
et qu'elle soit physique ou verbale. Et donc oui, au niveau du travail, Muriel l'a dit, au niveau du top management, on a besoin de plus d'entrepreneuses, même s'il y a une évolution. Et le désamorçage des stéréotypes, l'augmentation des revenus, l'accessibilité finalement au marché du travail pour les femmes. Mais quand on disait il y a des législations qui existent, alors est-ce qu'elles sont imparfaites? Est-ce qu'il faut les corriger? Est-ce qu'il en faut d'autres, Afida Bachir? Il y a deux leviers. Il y a d'abord des législations qui existent. On a des très bonnes lois en Belgique, que ce soit en matière de violence, de harcèlement, de sexisme, de toute une série. Sur l'égalité, il y a quand même le combat féministe, parce que ça, il faut le rappeler que c'est le combat féministe qui a permis d'arriver à une série de gains pour les femmes, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a une série de lois qui sont là, mais auxquelles on ne donne pas les moyens. Les droits des femmes ont toujours été arrachés. Et donner les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre la question des violences. Aujourd'hui, la compétence sur les violences contre les femmes, elle est saucissonnée, elle est un peu au niveau fédéral, elle est au niveau régional, elle est au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc chacun, il y en a qui sont là pour plus travailler à la prévention, d'autres à la protection et d'autres sur la poursuite. D'abord, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'articulation entre les différents niveaux de pouvoir, entre les différents ministres. Et puis, les moyens ne sont pas donnés pour pouvoir bêtement ouvrir en suffisance, alors il y en a qui font des efforts, mais ouvrir en suffisance des centres, des lieux d'hébergement pour accueillir les femmes. Donc pour moi, c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a parlé de l'égalité salariale. L'égalité salariale, elle peut s'observer dans une entreprise où les hommes et les femmes, pour une même tâche, ne sont pas payés de la même manière, mais il y a une autre inégalité salariale qui est beaucoup plus flagrante, qui est liée à la manière dont les femmes s'engagent sur le marché du travail. Elles s'engagent avec des temps partiels, avec des emplois précaires, avec des statuts qui sont vraiment avec des bas revenus. Et tout ça, à un moment donné, creuse et donc, c'est toute la place de la femme sur le marché du travail qu'il faut reconsidérer ou en tout cas promouvoir. Le marché du travail, parce qu'il est clair que les femmes ont double ou triple charge. S'il n'y a pas assez de crèche ou que la crèche est loin, qu'elle est chère, qu'est-ce qui se passe? Les femmes diminuent le temps de travail. Et si elles diminuent leur temps de travail, en bout de course, qu'est-ce qui se passe? Elles ont des moindres pensions. Et donc, elles sont effectivement précarisées. On voit aussi que les femmes qui sont majoritairement chefs de famille, elles ne font pas d'épargne parce que l'argent qu'elles gagnent, c'est pour les enfants. Oui, mais sur le constat, donc, on est d'accord, mais sur la manière d'améliorer les choses... Voilà, par exemple, faire des places de crèche, faire en sorte que les femmes aient un accès beaucoup plus de proximité avec les services. Et au-delà du travail, il y a quand même aussi une vision de la femme dans notre société ou des femmes dans notre société qui nous assignent, on nous assigne à des places et quand on veut en sortir, ça pose des problèmes. Et je dirais, pour moi aussi, c'est l'accès à la santé. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les mesures d'austérité touchent prioritairement les femmes et l'accès à la santé en fait partie. Et donc ça, c'est vraiment grave. Mais tout ce discours-là, Loubna Azgout, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il est plus entendu et que finalement l'écart qui était important est en train de diminuer, ou vous n'avez pas du tout cette impression-là? Pour être dans le milieu depuis quelques années, je pense que les médias s'intéressent un peu plus à la question, heureusement. Oui, mais je parlais dans vos milieux économiques, ceux que vous fréquentez. Je vais dire un peu oui, parce qu'on a de plus en plus d'hommes qui participent aussi à nos activités, qui sont là pour soutenir les femmes, justement. Il y a de plus en plus d'hommes qui élèvent leur voix aussi. Moi, par exemple, je suis une fervente défendresse de la parentalité partagée et du congé de paternité, et de la place des hommes, justement, dans cette charge familiale qui incombe encore trop aux femmes. On le voit au niveau des revenus, on le voit au niveau, c'est un frein important à l'entrepreneuriat, justement, féminin. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui commencent justement à élever leur voix, à se joindre au combat des femmes, mais ça reste encore pas assez. Ça reste encore marginal. Vous avez aussi cette impression-là que finalement l'écart se réduit, mais qu'il est encore beaucoup trop important. Et sur cette idée que finalement, c'est vrai que ce problème a été à l'agenda médiatique pendant tous ces derniers mois, ça a fait avancer les choses, même au sein des entreprises. Alors le problème, comme on vient d'en discuter autour de la table, est quand même aussi au niveau, avant d'arriver des problèmes dans l'entreprise, c'est au niveau de la famille. Et donc quand on parle des freins à l'entrepreneuriat, c'est la conciliation vie familiale, vie privée,
et monde professionnel qui est le premier frein à l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi? Parce que la femme donnera toujours la priorité à sa famille. Et puis maintenant, les mentalités doivent évoluer. Le partage des tâches ménagères, c'est on voit que c'est pas du tout le cas, qu'il n'y a pas de progression. Une récente étude montrait que c'était les femmes qui consacrent un temps plus important aux tâches ménagères et ça a même augmenté depuis ces dernières années. Mais c'est non négociable. Il n'y a pas de possibilité d'évolution de la position de la femme dans le monde professionnel s'il n'y a pas ce partage des tâches ménagères et par rapport aux enfants également. Si à partir du moment où on n'a pas de crèche, puisque notre structure familiale est quand même un peu particulière en Belgique, si on n'a pas de structure pour accueillir nos enfants, c'est évident qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste auprès d'eux. Alors, en effet, les gardes partagées... Et c'est vrai que des programmes de création de crèches, il y en a eu et il y en a, il continue à y en avoir. Et c'est très mal réparti sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a une inégalité aussi, suivant qu'on habite ici ou là. Les familles monoparentales aussi. Donc, on sait que 8 chefs de famille sur 10 familles monoparentales est une femme. Donc, 80% des familles monoparentales est portée par une femme. Et ça, c'est énorme. Afida Bachir, sur le demain, sur comment les associations féministes vont mener le combat, on sait qu'elles ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Comment le voyez-vous, ce combat futur ? Mais pour moi, il y a deux aspects sur lesquels on doit absolument rester. C'est la question de l'autonomie économique avec tous les éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire une question de revenus, et ça, on a bien entendu, mais dans la stratégie à mettre en place. Alors, la stratégie, en fait, il y a une stratégie d'alliance, je pense, au niveau du mouvement féministe qui est indispensable. Alors, on ne s'entend pas sur certains dossiers, effectivement, mais il y a des tas de dossiers sur lesquels on peut être en accord. En tout cas, la question de l'autonomie économique, pour moi, elle est fondamentale et elle peut rallier quand même, faire en sorte qu'on ait un bon front. L'autre question, c'est la question des violences contre les femmes, mais à condition de prendre en compte l'ensemble des violences. Parce que, voilà, les femmes, on parle souvent de violences conjugales ou de harcèlement de rue, mais entre ces deux formes de violence, il y en a d'autres. Donc, sur la question des violences, on peut aussi, je pense, se mobiliser ensemble. Maintenant, le problème, et c'est un peu inédit, ce qu'on connaît depuis quelques petites années, c'est qu'on est face à, si on parle du gouvernement fédéral, parce qu'il y a quand même pas mal de leviers qui restent encore au niveau fédéral en termes économiques, en termes de fiscalité, de sécurité sociale, et ce sont des domaines qui sont essentiels pour les femmes. Eh bien, depuis quelques années, on a vraiment des difficultés énormes de négociation, d'imposer un agenda, de rappeler aussi ce que vivent les femmes, parce qu'à travers l'histoire, leurs droits se sont détricotés complètement. Et toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, que ce soit en termes de pension, d'emploi ou de chômage, viennent se greffer et accentuer la précarité. Alors la chef des d'entreprise, femmes. elle ressent aussi ça? Oui, tout à fait. Et nous, en tant que plan d'action, on pense que la sensibilisation des jeunes, alors jeunes garçons et jeunes femmes, est une priorité. Donc on soutient beaucoup des actions comme 100 000 entrepreneurs où on va témoigner dans les écoles, des chefs d'entreprise vont témoigner de cette possibilité de créer son propre emploi, que les femmes vont également témoigner pour pouvoir dire la conciliation vie professionnelle, vie familiale est possible. Ça sera compliqué, mais c'est possible et on peut témoigner. Le rôle sur l'action du gouvernement qui serait nuisible aux femmes sur certains points, est-ce que vous partagez cet avis qui est défendu par Vie Féminine? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Sylvie Losberg, il nous reste très peu de temps. Alors, je ne vais pas attaquer le gouvernement parce que voilà, on a les résultats de la politique qui sont désastreux, c'est vrai. Mais moi, je voudrais donner quand même des pistes, et notamment par rapport à l'éducation. Je pense que c'est aussi une question de travailler sur le long terme et donc de donner aux enfants et aux professeurs des outils pour déconstruire les stéréotypes et les assignations. On voit qu'on met les filles dans certaines filières. Et donc ça commence très jeune. Mais ce n'est pas des processus qui sont volontaires, c'est souvent des processus inconscients. Donc il y a un travail à faire de manière directe aujourd'hui sur les constats qu'on a cités, mais il y a aussi un travail de fond. Et je pense que ce travail-là, on peut le mener ensemble au sein du Conseil des femmes et des autres lieux de concertation, parce que le Conseil des femmes est une coupole des associations plurielles. Donc on a beaucoup de ressources, mais il faut pouvoir travailler ensemble. Et comme l'a dit Afida, il y a vraiment des chantiers qu'on peut mener de manière concordante et de front, même si évidemment il y a en Belgique des prises de position qui sont parfois divergentes, mais ça fait aussi la richesse du débat.